Quand on fait du vélo, on parle pas que vélo. En ce moment, si on est un peu intéressé à la chose, on parle beaucoup politique. Je suis sur les bords du canal avec Gonéry. Gonéry, vous le connaissez peut-être. C'est lui qui m'avait présenté à Valérie Masson-Delmotte. Gonéry est un scientifique. Il travaille à Orléans au BRGM, c'est ça? C'est ça, au BRGM. Attention, on va doubler le monsieur, qui court très très vite. Hop là, pardon. Tout va bien, tout va bien. Ah, ça fait pas semblant, hein. Tu travailles encore pour le GIEC? Il y a eu une réunion pour faire le sommaire du rapport du GIEC à laquelle j'ai participé. Et puis là, je vais probablement postuler pour le... Enfin, je vais même certainement postuler pour le 7e rapport du GIEC. Mais il est un peu compromis là par les événements récents là. Science will not be silenced. Science will not be silenced. Alors c'est quoi ce mouvement, Gonéry? Tu peux m'expliquer vite fait? Alors c'est un mouvement qui est parti des États-Unis. C'est les chercheurs américains qui ont lancé finalement une série de manifestations le 7 mars. Le 7 mars, donc c'était vendredi dernier, pour défendre en fait la science. Aujourd'hui, la science elle est attaquée par le gouvernement américain, par Elon Musk, par Donald Trump. Ce qui est en jeu, c'est l'existence d'une expertise indépendante du pouvoir politique qui potentiellement en fait va dire les choses telles qu'elles sont, les faits, et qui va s'opposer aux projets complètement farfelus en fait de ces gens-là. Il faut voir la gravité de ce qui se passe aux États-Unis en fait, c'est-à-dire que d'un seul coup, vous avez toute l'aide américaine, USAID, qui s'est arrêtée. Il y a des estimations, vous allez avoir des milliers de morts en fait. Des gens qui ne pourront plus bénéficier d'aide pour les accouchements, pour des choses comme ça. À la NOAA, c'est l'agence américaine qui fait la météo, qui s'occupe de l'océan, qui gère les questions des cyclones. Il y a eu probablement au-dessus du millier de licenciements. Et du jour au lendemain, vous n'avez plus les capacités en fait, de suivre les cyclones. Alors qu'est-ce qui va se passer en septembre, là, quand vous allez avoir la saison cyclonique? On n'en sait rien quoi. Vous avez dans les licenciements, il y a une collègue là, qui s'appelle Sarah Coulet. Elle s'est occupée du chapitre océan du rapport du GIEC. Dans le rapport du GIEC, le 6e rapport du GIEC qui est sorti en 2022. Elle a été licenciée du jour au lendemain. C'est directrice du programme d'acidification de l'océan. Parce que l'océan s'acidifie, parce qu'il y a des émissions de gaz à effet de serre. Tout ça, ils ne veulent pas en entendre parler, donc ils virent les gens, quoi, tout simplement. Et ils donnent quoi comme motif quand ils virent les gens? Alors en fait, tu vires pas les gens comme ça, je veux dire, à un moment donné... La motivation, c'est l'efficacité. C'est de dire il y a des dépenses inefficaces. Les dépenses inefficaces, on les enlève. Pour eux, les dépenses inefficaces, ça recouvre tout un tas de concepts qui sont l'étude du changement climatique, l'étude des inégalités, l'étude des cas particuliers des femmes. Et tout ça, en fait, c'est des financements qui, pour eux, finalement, sont woke. Alors voilà, woke, ça veut dire quoi? En gros, c'est tout ce que l'extrême droite considère comme n'étant pas compatible avec ses valeurs. Et en fait, on arrête les financements de tout ça, en fait. Alors après, la réaction des scientifiques, ça a été d'organiser ces manifestations, mais ce qu'il faut voir, c'est que vous avez des drames, en fait. C'est-à-dire que vous avez des gens en pleurs qui ont perdu le job de leur vie. C'est des jobs qui sont extrêmement difficiles à avoir. On ne devient pas ingénieur ou chercheur à la NOAA comme ça. La personne dont je parlais, la Sarah Coulet, elle s'exprime beaucoup sur Internet, là, sur Blue Sky, sur LinkedIn, etc. Mais vous avez des gens, en fait, qui n'osent plus parler. Vous avez des gens qui on a interdit de parler. Il y a un rapport qui est le rapport du GIEC, là... Le rapport du GIEC qui fait l'état des connaissances sur le changement climatique, etc. Dans la phase où on essaie de débuter l'écriture de ce rapport. Les gens pourraient se dire, ouais, il raconte n'importe quoi, il est sur son vélo avec son casque. Bien sûr. Ton travail, c'est quoi? Moi, je travaille sur tout ce qui est risque côtier et en fait tout ce qui est conséquence de l'élévation du niveau de la mer. D'accord, donc t'es au fait, quoi. Ah, je connais bien. Et puis, alors attends, on va essayer de doubler les gens. Hop, c'est bon. Et puis en plus, je dirais, ça c'était presque mon job il y a 10 ans. Mais aujourd'hui, en gros, j'ai quand même contribué au 6e rapport du GIEC, donc je connais très très bien toutes les questions d'adaptation dans beaucoup de domaines, l'agriculture, etc. Ouais, donc tu sais de quoi tu parles, on est d'accord. Ouais, et puis je suis au Conseil pour le climat. Ok. Et le Conseil pour le climat, il évalue les politiques publiques françaises. Est-ce qu'on tient nos engagements en matière d'émissions de gaz à effet de serre, etc. D'accord. Alors évidemment, je m'exprime ici à titre particulier, hein, mais, bien sûr. Mais voilà, je connais mon sujet. Je te pose cette question parce que je sais comment ça marche sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur YouTube. Les gens vont me dire, ah ben voilà, c'est deux clompins, c'est vraiment ton taf. On sait, et on est d'accord, la France n'est pas encore touchée par ces licenciements, tout ça, mais parce que quand des gens te disent, on vire parce que c'est inefficace. Ouais. Mais il y a des gens qui vont être d'accord. Ouais, tout à fait. Il y a une partie des Américains qui sont d'accord, c'est inefficace. Tout à fait. Mais en vérité, c'est quoi l'impact? Par exemple, la Minette qui étudie les cyclones, j'imagine que toutes ces données, toutes ces études, elles ne sont pas que pour les Américains, c'est-à-dire que c'est des échanges mondiaux. Bien sûr. C'est-à-dire que ça met en péril certaines analyses et études qu'on peut faire dans notre pays, par exemple, ou pas? Oui, tout à fait, parce qu'en fait, ce qui se passe, par exemple, c'est que pour les cyclones, vous avez des zones en fait, sur lesquelles vous avez des services qui sont responsables de la production de données, par exemple. Ouais. Et pour les Caraïbes, c'est les Américains. Alors, par rapport aux Antilles françaises, il y a aussi une expertise indépendante. On n'est pas complètement démunis, mais clairement, on dégrade les connaissances. Voilà. Sur l'acidification des océans, en fait, mais plus généralement sur le changement climatique, ce qu'il faut bien voir, c'est que
Valérie Masson-Delmotte, elle a estimé qu'il y a à peu près 25% de la science sur le climat qui vient des États-Unis. Parce qu'en fait, les États-Unis, ils investissent massivement dans la science. En fait, ils ont investi jusqu'à présent massivement dans la science. Tout ça va s'arrêter. Tu ne deviens pas numéro 1 mondial à la Silicon Valley, parce que pour parler de sciences que les gens comprennent et connaissent, tous les développements informatiques, les serveurs, les machins, l'IA, c'est de la science. C'est vrai que ce qui est visé aujourd'hui, c'est vraiment les sciences en fait de la soutenabilité, qui cherchent en fait à améliorer l'équité, qui cherchent à améliorer en fait les sciences qui s'intéressent à comment on fait pour avoir une société qui soit soutenable sur le long terme en fait. Voilà, c'est pour ça, en termes sociaux, en termes environnementaux. Ça c'est vraiment la cible. C'est là où je voulais en venir, c'est-à-dire qu'ils ne s'attaquent pas à toutes les sciences. Non, absolument. Il y a une partie de la science, ils n'en veulent pas. Ils veulent la science qui leur apporte de l'argent. Exactement. Et la science pour le bien-être des gens, ils s'en battent les couilles, comme on dit. Oui, en quelque sorte. Alors, ça rapporte rien, ça se discute parce que, en fait, aujourd'hui, il y a quand même une transition qui a commencé, en fait. Et aujourd'hui, on a quand même déjà des succès qui sont modestes, trop modestes, mais on évite entre 2 et 6 milliards de tonnes d'émissions de CO2 tous les ans. Et ça, c'est grâce à des technologies. En fait, c'est les renouvelables, c'est l'électrification, c'est... Alors la voiture électrique, oui, c'est un compromis, mais quand même, c'est mieux que la voiture à essence. Et tout ça, en fait, c'est une économie qui rapporte aussi. Alors, en fait, là, les États-Unis sont en train de se positionner clairement sur un retour aux fossiles là, avec Donald Trump. Et c'est pourquoi c'est pour des raisons économiques? C'est pour de l'argent? C'est pourquoi? Non, ça, c'est a priori, c'est assez irrationnel, en fait. C'est idéologique, en fait. Mais les Chinois, en fait, ils avaient continué à investir dans la transition, en fait. Bah oui, ils sont pas cons. Ils attendent tranquillement, patiemment. C'est ça. Et alors, que fait l'Europe? L'Europe a dit, ouh là là, on a le problème avec l'Ukraine, va falloir qu'on se réarme, très bien, oui, je comprends. C'est évident qu'une Europe dépendante de la Russie, ça ne va pas être très intéressant. C'est pas ça qui va nous permettre de nous sortir d'affaire. Mais en fait, ce qu'il faudrait, c'est aussi sortir des fossiles très rapidement en Europe, en fait. Alors, parce que là, on finance quoi, là, avec les dizaines de milliards d'euros d'importation de gaz et de pétrole, on finance notre premier importateur, c'est les États-Unis. Le premier pays où on importe du pétrole, c'est les États-Unis. Ce qu'il faut bien voir, c'est que si vous investissez des centaines de milliards d'euros dans la défense de l'Europe et qu'en même temps on achète des dizaines et des centaines de milliards d'euros de pétrole et de gaz, dont une bonne partie provient des États-Unis, de la Russie et d'autres États qui ne sont pas tout à fait amicaux, ça va être très compliqué. La meilleure chose que pourrait faire l'Europe aujourd'hui, c'est accélérer la transition, tout en étant clair sur son indépendance et oui, effectivement, il faut se protéger. Se protéger sans sortir des fossiles, ce ne sera pas très efficace, quoi. Par rapport à ce mouvement-là dont on parlait, là, le Stand Up for Science, ça a été très suivi en France. Et je pense que c'est pas un hasard, parce que je pense que si ça a été très suivi en France, c'est aussi parce que en France, il y a des menaces en fait sur ce qu'on appelle les libertés académiques. C'est quoi les libertés académiques? C'est le fait en fait de dire qu'un chercheur en France, à l'université et puis en fait dans le monde, il a le droit de travailler sur les sujets qui lui paraissent importants. Et il a le droit de s'exprimer sur son sujet d'expertise. Si vous n'avez pas ça, finalement, vous êtes dans une société où le débat démocratique ne peut pas être complet, puisque en fait, vous ne savez pas quels sont les faits et quelles sont les opinions. En fait, vous ne pouvez pas opposer des faits ou des opinions. Donc c'est une liberté qui est très importante. En France, on a vu des choses très bizarres. Il y a 4-5 ans, il y avait une chasse à l'islamo-gauchisme dans les universités, qui était un fantasme en fait. D'ailleurs, la ministre l'a reconnu elle-même. Sans avoir rien fait, 6 mois après avoir lancé l'alerte, elle a considéré que le problème était résolu. Alors ça veut bien dire que ça n'existait pas, quoi. En France, ça a été bien suivi. Et à mon avis, pour des raisons qui sont qu'il y a quand même beaucoup d'inquiétudes du côté des chercheurs. On pourrait très bien avoir des gouvernements qui nous... vous musellent. Qui musellent les chercheurs. Enfin, tu vois, des rapports sur les pesticides, par exemple, qui ont été bloqués pendant des mois dans des ministères. Les raisons fondamentales, parce que j'imagine que vous discutez entre vous, il n'y a pas que des islamo-gauchistes qui sont scientifiques. En fait, si tu veux déjà, qu'est-ce que c'est un islamo-gauchiste? Je ne sais pas, c'est... Justement, c'était la conclusion, on ne sait pas. Les raisons qui pousseraient des gouvernements, des États à vouloir stopper la science comme ça, n'a pu lui donner raison, à votre avis c'est vraiment en fait, neutraliser une expertise indépendante du pouvoir politique qui potentiellement va attaquer des intérêts commerciaux, privés, etc. C'est surtout ça en fait. C'est ça en fait. Et ça, c'est pareil. Si tu veux, si tu regardais les rapports du GIEC il y a quelques années, tu avais une très longue section sur les barrières à la transition. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la transition? On n'a pas assez de finances, la gouvernance n'est pas là, il y a peut-être un manque de volonté politique, un manque de pression des citoyens. Aujourd'hui, tu as une littérature assez différente qui se développe là du côté des sciences sociales. C'est la littérature qui porte sur l'obstruction aux politiques, au climat, aux politiques environnementales, aux politiques sociales. Et en fait, c'est une obstruction qui est organisée, qui est très bien étudiée, qui se fait de diverses manières en fait. C'est nier les faits, donc ça c'est ce que fait Trump,
c'est aller faire pression à la Commission européenne pour éviter d'avoir des taxes sur diverses choses, le kérosène, des aériens, d'éviter d'avoir des réglementations trop strictes sur les pesticides, les PFAS, etc. etc. Donc tout ça commence à être très étudié. Et ce n'est pas une surprise si les sciences sociales sont une cible en fait, de l'administration Trump. Et puis en fait, malheureusement, quand on entend les discours sur l'islamo-gauchisme à l'université, c'est aussi les sciences sociales qui sont visées en fait. On camoufle, en faisant peur à une partie de la population, les ouais. intérêts et les raisons pour lesquelles on fait quelque chose. C'est-à-dire en gros, on dit, regardez, les woke et les islamo-gauchistes sont partout. Ouais. Ils ont envahi les secteurs de la science, il faut les éliminer, mais en fait, j'imagine que les scientifiques sont aussi représentatifs que le reste de la société. Ouais. Il y a autant des gauchistes que des droitards. Ce qui caractérise l'exercice en fait, de scientifique, c'est vraiment de dire on s'appuie sur les faits. Même si les faits ne me plaisent pas, mon boulot, moi, c'est en fait d'établir ces faits, en fait, et sur la base d'observation, sur la base de modélisation, etc. Je pense que la capacité vraiment du chercheur, c'est de distinguer qu'est-ce qui est son opinion, qu'est-ce qui est les faits. Est-ce qu'il s'exprime en tant que personne, est-ce qu'il s'exprime en tant que chercheur qui a étudié les faits de manière complètement objective. Et ce type d'expertise, évidemment, quand vous avez des gens qui ne veulent pas entendre parler du changement climatique parce que ça compromet leur business sur le pétrole, qui ne veulent pas entendre parler de l'agroécologie. L'agroécologie qui est une science, hein. L'agroécologie parce que ça compromet le business des pesticides, les exportations de céréales, etc. etc. Ça ne va pas du tout. C'est sûr que voilà, le point qui est important, c'est que les chercheurs, ils ne travaillent pas que sur les problèmes, ils travaillent sur les solutions. Ah oui. Les solutions, on les connaît en fait. C'est-à-dire que là, en ce moment, il y a un débat extrêmement tendu sur l'agriculture. Les solutions, elles se situent du côté des prix des agriculteurs, par exemple, et des aides pour aller vers des pratiques soutenables. Mais c'est évident que si vous mettez plein de pesticides partout, vous allez finir par avoir des cancers, des clusters de cancer. On a une collègue à l'INRAE qui s'appelle Laurence Huck, qui fait l'objet d'une cabale en fait, de l'extrême droite et puis de certains journaux. En disant c'est une scientifique militante. En fait, elle est écotoxicologue, elle regarde la toxicité en fait, des pesticides, et elle constate qu'il y a des clusters de cancer dans des endroits où on en met un peu beaucoup. Et ben oui, ça dérange apparemment des gens, quoi. Alors est-ce qu'elle est militante? Peut-être, mais est-ce qu'elle a autant de conflits d'intérêts que les gens qui l'accusent? Peut-être pas. En tant que scientifique, qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que ça te fait, toi, quand tu vois que les gens suivent aveuglément et vous tapent dessus, alors que jusqu'à présent, la science, ça permet de mieux les nourrir, de les soigner, d'avoir des véhicules sécurisés. Enfin, la science, elle est autour de nous en permanence. Nos téléphones, ils ont été développés grâce à la science. Bien sûr. Et de voir tous ces gens qui, d'un seul coup, vous vomissent dessus, vous agressent, parce qu'il y a beaucoup d'agressions. Oui, alors, pas physiques, forcément, pas encore. Il y a des agressions verbales, on vous accuse sur les réseaux sociaux. Vous le vivez comment, vous, ça? Je dirais, en fait, il y a plein de réactions différentes. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui prennent peur et qui se taisent. Ça, c'est le cas, on l'a vu. Hein. Il y a des gens qui sont en larmes, qui sont catastrophés. Donc ça, c'est aux États-Unis. Hein. Des gens qui s'en vont parce qu'ils sont dégoûtés. C'est mon collègue là, de l'USGS, du service géologique américain, qui démissionne parce que voilà, il considère qu'il ne peut plus travailler, quoi. Vous avez des gens qui continuent à essayer d'avancer un petit peu discrètement. Vous en avez d'autres qui, par exemple, cherchent à attaquer en justice. Donc ça, c'est le cas de Sarah Coulet dont je parlais. Donc Sarah Coulet, elle attaque en justice la décision de licenciement parce qu'elle considère qu'elle est illégale, en fait. Et puis, vous avez des gens qui sont très en colère. Et je dirais, en fait, le problème, c'est que c'est pas tellement... Comment dire? En fait, on n'est pas en colère contre les gens qui sont manipulés. On est en colère contre les gens qui manipulent. C'est ceux qui organisent, en fait, tout ça. Et c'est vrai que on a l'impression que les politiques européens, français n'ont pas pris la mesure, en fait, du problème. C'est-à-dire que... Et même d'ailleurs aux États-Unis, hein, les démocrates, on a l'impression qu'ils n'ont pas senti la gravité du problème et en fait la ténacité des adversaires qu'ils ont en face d'eux. Et que ça ne suffira pas en fait d'attendre les prochaines élections en espérant que cette fois-ci on votera pour quelqu'un d'autre, quoi. Le mal sera déjà fait, on aura perdu des datas, des données, des années de recherche. C'est ça exactement, on aura perdu énormément de choses et du temps aussi, parce qu'en fait le problème c'est qu'on a peu de temps en fait pour toutes ces questions d'assurer en fait un avenir soutenable pour les gens, avec le changement climatique, avec l'effondrement de la biodiversité, avec l'augmentation des inégalités. En fait, on a peu de temps.
Donc chaque année perdue en fait est une catastrophe en fait. Hein. Et est-ce que ce cataclysme qui arrive aux États-Unis, parce qu'on peut considérer ça comme ça, parce que moment où on fait pas attention à la science, c'est la merde. Là, j'ai vu, ils ont une épidémie de je sais plus quelle maladie qui arrive. Le mec qui est anti-vax, là, qui est au gouvernement, Ouais. il se rend compte que le vaccin, c'est peut-être pas si mal que ça. Donc ce truc cataclysmique, ça peut nous arriver, nous, en France et en Europe. Vous êtes inquiets, vous, pour ça? Alors je peux pas m'exprimer pour tout le monde, mais moi oui, je suis inquiet évidemment. Il y a déjà des signes avant-coureurs en fait, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Les questionnements sur l'islamo-gauchisme dans les universités qui étaient un fantasme. C'est les attaques en fait directes envers des chercheurs. Voilà, je mentionnais Laurent Suc, mais il y a d'autres exemples en fait. Il y a un chercheur en sciences politiques là, qui a annoncé publiquement qu'il allait arrêter de parler parce qu'il a été harcelé sur les réseaux sociaux après avoir en fait montré que par exemple l'interdiction de C8, bah, légalement c'était défendable quoi. Oui, ça l'est. Voilà. Donc ouais, en fait je pense que le problème c'est qu'il y a les mêmes causes mettant les mêmes effets. Bah, je pense que malheureusement, tant qu'on ne se sera pas en fait attaqué au financement des gens qui organisent en fait ce qu'on appelle le backlash, le retour de baston anti-écologique, anti-social, etc. Ben en fait, ouais, il y a un risque en fait que ça bascule effectivement. Ouais. Ouais. Okay. Je pense, ça c'est mon avis personnel. Hein. Et est-ce que tu penses, en tant qu'avis personnel, parce que moi c'est comme ça que je l'entends, hein, quand je vois quelqu'un qui est harcelé sur les réseaux sociaux et qui finit par se taire, c'est ce que recherche le terrorisme. Exactement, en fait. C'est exactement. un terrorisme doux. Parce qu'il ne fait pas péter des bombes, il ne va pas t'agresser, te mettre des claques, mais il est moral et il te pousse à te taire. C'est ultra gravissime. Absolument. Alors là, à nouveau, il y a des chercheurs qui travaillent là-dessus. Et en fait, c'est vrai que il y a cette question en fait, de l'isolement. En fait. Les gens sont plus isolés aujourd'hui qu'il y a 50 ans. Donc en fait, c'est plus facile de manipuler des gens isolés. Ouais. Et je pense qu'une solution vraiment importante, c'est de se rapprocher des associations, voire même des partis politiques, en fait, pour discuter avec des gens et puis commencer à avancer vers une alternative à ce projet catastrophique là. Quand les gens ils me demandent toujours qu'est-ce qu'on peut faire pour le climat, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Oui, c'est important les actions individuelles. Voilà, tu limites les déplacements autant que possible en voiture, tu prends une voiture électrique si tu ne peux pas faire autrement, tu manges moins de viande, etc. Mais encore plus important, c'est d'aller dans des associations, des partis politiques, etc. pour faire avancer les choses en fait. Donc avancer collectivement. Piloter le vélo en tenant une caméra, en faisant attention aux gens devant et derrière, c'était pas facile. Je retiens 2-3 choses de ce qu'on vient de faire là. Je retiens déjà que c'est pas une période agréable, c'est une période tendue. Les échanges sont tendus, discuter est tendu. La preuve, c'est que j'ai coupé les commentaires, ce qui fait que je sais qu'il y aura plein de réactions à ce qui a été dit. Et moi, je veux pas les lire, je veux pas les voir. Et c'est ça qui est terrible. On vit dans un monde où le dialogue, il est quasiment plus possible. Le dialogue, il est possible qu'entre gens qui pensent de la même manière et qui voient les choses de la même manière. Là, clairement, ça va être clivant. Il y a tous ceux qui vont gueuler à l'écolo bobo gauchiste. Ah, le mec, t'es écolo et t'as un super vélo qui a coûté la peau du cul, qui vient de l'Asie. Eh ouais, être écolo, ça veut pas dire arrêter de vivre. Parce que si on est un vrai écolo, on met fin à ses jours en fait. Comme ça, on fait pas de CO2. Être écolo, c'est faire des efforts et c'est prendre soin des autres. Et on en est d'autant plus conscient quand on est scientifique et que c'est son travail. Et là, effectivement, le monde n'a jamais été autant dans la tourmente. Il y a un retour du religieux, un retour de l'anti-science, de l'obscurantisme. Ça rappelle l'Inquisition, ça rappelle le macartisme, ça rappelle les heures sombres, ça nous retire le sourire. Moi, ça me retire le sourire. Et encore une fois, hein, les experts, bah, faut les écouter de temps en temps. Quand vous avez la communauté scientifique qui s'inquiète, bah, y a de quoi être inquiet quand même. Hein, Je pense que le problème clé, c'est que si tu n'as plus la possibilité pour des experts de s'exprimer sur leur sujet d'expertise sans subir des pressions, sans subir des menaces, bah, en fait, tu as la démocratie qui est en danger, quoi, tout simplement, en fait. Voilà. Bah, on va finir là-dessus parce que c'est exactement ça. Ouais. C'est exactement ce que je ressens. Et c'est exactement pour ça que j'ai accepté et que j'ai proposé à Gonéry de venir faire une petite vidéo. Eh ben merci pour ton invitation. Bon, c'est rien, mais il y a un moment, il faut arrêter de se taire. Moi, je l'ai déjà dit, je l'ai déjà écrit, je l'ai déjà évoqué, je suis un modéré. Et je pense être en partie responsable de ce qui se passe dans le monde parce que les modérés, ils ferment leur gueule. Fermant leur gueule, ils laissent s'exprimer les plus violents. Et voilà, et au bout d'un moment, on est submergé. Donc, ça suffit d'être modéré, en fait. Il y a un moment, t'es modéré, t'es raisonnable, tu l'ouvres, tu expliques et tu dis. Voilà, quand tu sens qu'il y a un problème et qu'en vraiment j'ai grave, bah, faut l'ouvrir. Tant pis. Et moi, les rageux, je les emmerde. Voilà, vous avez qu'à être rageux sur vos Discord, sur vos réseaux sociaux, mais pas sous mes vidéos. À bon entendeur, salut!